Demain l'Europe. Et bienvenue dans Demain l'Europe, l'émission spéciale de France Info consacrée aux élections européennes. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Nous allons vous interroger avec Jérôme Chapuis sur les questions d'actualité. Et puis deux de nos confrères européens prendront le relais. Bonjour Anna Kowalska. Bonjour, de la télévision publique polonaise. Anna vous interrogera sur la guerre en Ukraine, sur ses conséquences. Et bonjour à vous Henrik Bonnet. Bonjour. Correspondant à Paris pour le journal El Periódico. Henrik vous parlera de la gauche au pouvoir en prenant l'exemple espagnol. Et puis Renaud Dely nous rejoindra comme toujours à la fin de l'émission pour faire préciser certains points. Mais d'abord Manon Aubry, c'est devenu une tradition dans cette émission. On commence par le portrait de l'invité et c'est Victoria Coussa du service politique de France Info qui s'en charge. Pour vous connaître un peu mieux, Manon Aubry, il faut savoir ce que vous faites 3 fois par semaine, peu importe l'agenda politique, campagne ou pas campagne, du water polo. Si j'en parle, c'est parce que vous comparez cette passion, votre sport, à la politique. Je vous cite, dans les deux cas, il y a des coups bas et il faut sauter dans le grand bain. Un cadre de LFI vous qualifie de puncheuse. Vous êtes parvenue à 34 ans à vous hisser à la tête du petit groupe de la gauche radicale au Parlement européen, militante pur jus, ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam contre l'évasion fiscale. Vous avez longuement hésité avant d'accepter de plonger justement dans ce grand bain il y a 5 ans à prendre la tête de liste. Vous aimez rappeler depuis votre palmarès, 4000 amendements quand le RN Jordan Bardella n'en a déposé qu'une vingtaine, des combats également comme la protection des travailleurs ubérisés. Pour une amie, vous êtes un vent de fraîcheur, mais un écologiste vous qualifie plutôt de visage souriant de la brutalité, tenante d'une ligne verrouillée en interne chez LFI. Et alors que la présidentielle, les 22% de Jean-Luc Mélenchon devraient vous offrir un boulevard pour ces européennes, vous voilà patiné dans les sondages qui vous créditent de 6 à 7%, c'est-à-dire exactement votre score de 2019 où vous aviez réussi à réunir 6,3% des voix. D'où cette question, Manon Aubry. Payez-vous la stratégie de votre leader, omniprésent dans cette campagne, qui fait même parfois des meetings sans vous, aujourd'hui mis au banc de la gauche après ses ambiguïtés sur les attaques du Hamas du 7 octobre? Alors votre réponse? D'abord, merci d'avoir parlé du water polo, un sport qui mérite à heure de grande écoute beaucoup plus d'audience. Et pour répondre sur le fond de votre question politique, l'enjeu de cette élection européenne, ça va être la mobilisation. Donc, je ne nie pas les sondages. Ce que mesurent les sondages, à l'heure où on commence tout juste cette campagne, où les Français et les Françaises n'ont pas encore la tête aux élections européennes, c'est quel va être le taux de participation. Et oui, si les jeunes, si les quartiers populaires, si toutes celles et tous ceux qui refusent le duo entre Jordan Bardella, Marine Le Pen d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre ne se mobilisent pas, alors on sera davantage en difficulté. À l'inverse, si toutes celles et tous ceux qui ont cru au programme de la NUPES, qui croient à la création d'une alternative et qui ne veulent pas être condamnés à ce qu'on nous prédit, l'extrême droite au pouvoir demain, alors oui, on pourra faire mieux. La question c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon est trop encombrant dans cette campagne? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% à l'élection présidentielle, il a permis la création de la NUPES. Je sais que un autre homme de gauche, Raphaël Glucksmann, pour ne pas le citer, est venu sur votre antenne pour dire qu'il fallait créer une union débarrassée de la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, ça veut dire être en rupture avec une grande partie des classes populaires et de ce qui a fait la force de la gauche. Pardon, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui a permis à la gauche française de relever la tête, qui a fait le meilleur score de la gauche de ces dernières années. Au lieu de parler du passé, Manon Aubry, parlons du présent. On vous pose la question parce que lors de votre meeting de lancement de campagne il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « Monsieur Poutine est un chef d'État dangereux. Il fait dans son domaine ce qu'il croit être son devoir, comme nous faisons ce que nous croyons être de notre devoir. » Est-ce que vous êtes d'accord avec sa formule? Est-ce que c'est pas une manière de renvoyer dos à dos les deux camps? Qu'est-ce qui est faux dans cette affirmation? Il dit qu'il est dangereux, donc il dit qu'il n'est pas d'accord avec Vladimir Poutine. Et je le redis, nous ne sommes pas d'accord avec Vladimir Poutine. Nos amis en Russie ont été emprisonnés par le régime de Vladimir Poutine. Mais bien entendu que Vladimir Poutine croit ce qu'il pense être dans son devoir. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Son devoir, son intérêt? Mais parce que chacun croit faire ce qu'il pense être dans son devoir. Mais en rien, nous ne partageons ni la ligne politique de Vladimir Poutine, ni évidemment la guerre qu'il a provoquée en Ukraine en violation du droit international. Ça ne témoigne pas d'une forme d'indulgence de la part de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de celui qui a envahi l'Ukraine? Absolument pas. Je veux dire, je vous le redis, qui aujourd'hui a protégé, défendu des opposants à Vladimir Poutine?
c'est la France insoumise. Je veux dire, nous, on n'a pas reçu Vladimir Poutine en grande pompe, y compris comme l'a fait déjà François Hollande en son temps, alors qu'il avait déjà envahi la Crimée. Donc, mais Jean-Luc Mélenchon il n'y a aucune complaisance avec Vladimir Poutine. Et je vais même plus loin que ça. Toutes celles et tous ceux qui, finalement, consisterait à dire qu'il y aurait soi-disant une ambiguïté dans la France insoumise. Ils font mal à la politique. Ils font mal à la politique parce qu'ils disent des choses qui sont fausses et qui jettent l'opprobre sur l'ensemble d'un mouvement politique. On écoute qui se bat pour la paix. Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry. Mais écoutez-le exactement ce qu'il vient de dire. Lors de votre meeting de campagne, je recite également Jean-Luc Mélenchon qui dit la paix, la paix, la paix. Est-ce qu'il faut comprendre aux conditions de Vladimir Poutine? Jamais. Jamais nous n'avons dit aux conditions de Vladimir Poutine, on en parlera après, mais nous disons qu'il faut trouver le chemin de la paix. Et c'est le rôle et la responsabilité de la France comme une puissance nucléaire, comme un pays moteur, comme un pays qui a été non aligné aussi dans son histoire, de trouver ce chemin qui est sinueux, qui est difficile. Vous comprenez l'ambiguïté qui réside dans les déclarations de Jean-Luc Mélenchon? Je ne la comprends pas. Là encore, je me permets de citer. Je la comprends pas. Et vraiment, je vous le dis sincèrement, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on nous dise qu'il y a une ambiguïté, ceci ou cela. En faisant cela, en réalité, vous détruisez la force des artisans de la paix, de celles et ceux qui se battent d'abord pour aider l'Ukraine, qui se battent pour annuler la dette en Ukraine, par exemple. On est les seuls à proposer cela, qui se battent aussi. Mais les mots ont un sens aussi, Manon Aubry. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il ne peut y avoir d'autre issue que celle où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Mais dans une guerre, soit on marche jusqu'à Moscou, et là vous allez me dire... Non, là pour le moment il ne s'agit pas de marcher jusqu'à Moscou, il s'agit de venir en aide à un pays qui a été envahi. Mais est-ce qu'on est contre venir en aide à un pays qui a été envahi? On est pour une aide financière, on est pour une aide militaire, on est pour une aide logistique. À quel moment nous avons été contre? Vous savez, monsieur Chapuis, vous savez combien de textes j'ai voté au Parlement européen en soutien à l'Ukraine? Vous le savez? Non, allez-y. 32. Parce qu'il y a aussi Et d'ailleurs, je m'étonne, on en parlera sûrement après, du deux poids deux mesures du Parlement européen sur l'Ukraine vis-à-vis de Gaza, parce qu'il n'y a pas eu 32 résolutions sur Gaza. Justement, maintenant, on va avoir l'occasion dans quelques minutes avec notre consoeur polonaise. Ce sera intéressant d'avoir le point de vue polonais dans quelques minutes, de revenir sur l'Ukraine, mais on a quelques questions d'actualité sur Gaza avant le fil info. Oui. Benjamin Netanyahou reconnaît ce qu'il appelle un incident tragique à l'occasion d'une frappe israélienne non intentionnelle, dit le Premier ministre israélien, qui a touché des innocents, des travailleurs humanitaires. 7 morts avant-hier soir. Quelle est votre réaction? Un incident tragique, vous vous rendez compte de ces mots? Un incident tragique qui a tué des humanitaires, mais qui en a déjà tué 200. Mais un incident tragique qui a surtout tué 33 000 civils. Il est mort à Gaza en 4 mois, plus d'enfants que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Voilà aujourd'hui le bilan, et ce sont des chiffres de l'ONU, voilà aujourd'hui le bilan du gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Ce à quoi on assiste dans la bande de Gaza est un carnage sans nom. C'est une Vous parlez de génocide, vous aussi? Oui, j'en parle puisque la Cour internationale de justice a pris une décision il y a quelques mois en disant que le risque de génocide est imminent. Depuis, il y a eu plusieurs milliers de morts. Et d'ailleurs, la Cour internationale de justice a enjoint Israël à des mesures conservatoires, ce que Israël n'a pas appliqué. Et je vais plus loin. La France et l'Union européenne portent une responsabilité particulière. La France, tenez-vous bien, a envoyé 100 000 munitions, 100 000 outils qui ont été utilisés. Qui visent à être réexportés, ou alors ce sont des armes défensives. C'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Ce sont 100 000 pièces de munitions de fusils mitrailleurs, pour être très exact, qui ont été utilisées pour massacrer le peuple gazaoui. Oui, la France porte une responsabilité majeure. C'est pourquoi moi je me bats au niveau européen. C'est important parce que vous parlez de génocide et vous dites que la France a une responsabilité. Écoutez, ce sont des accusations qui sont... Oui, et je les confirme à votre micro. Quand la France envoie des armes qui sont directement utilisées pour massacrer un peuple, qui a fait, je le redis, 33 000 morts depuis le début du conflit, en à peine 4 morts, oui, c'est une responsabilité majeure. C'est pourquoi moi je me bats au Parlement européen pour un embargo sur les armes, que la France et l'Union européenne arrêtent d'envoyer des armes à Israël, d'une part. On va parler de l'Ukraine après. Il manque des armes en Ukraine et on en envoie en Israël pour massacrer le peuple
peuple gazaoui. Et je me bats juste pour une deuxième chose en termes de sanctions, pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Vous voyez, le massacre à Gaza n'est pas un crime contre lequel on ne peut rien. Oui, on peut agir et la France et l'Union européenne doivent prendre leurs responsabilités. C'est intéressant ce que vous dites, vous parlez de génocide à Gaza, mais vous, Insoumis, vous avez refusé de qualifier le génocide, les violences, les crimes dont sont victimes les Ouïghours en Chine lors du vote d'une résolution en janvier 2022. L'argument évoqué à l'époque par Jean-Luc Mélenchon, c'était de dire si on qualifie de génocide, il faut intervenir militairement sur le terrain. Si on suit donc votre logique, il faut intervenir à Gaza. Alors d'abord, s'agissant des Ouïghours, en réalité, le terme de génocide pour les Ouïghours n'a jamais été utilisé ni par les Nations Unies ni par les ONG. Mais en France, même si ce qui se déroule en Chine est insupportable, et j'ai soutenu au Parlement européen des résolutions qui dénoncent les crimes commis par le gouvernement chinois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans la bande de Gaza? Il est évident que la France doit agir et utiliser l'ensemble de ses outils, de ses moyens diplomatiques, et que non seulement elle ne le fait pas, mais quand on apprend en plus qu'elle livre des armes, oui, elle porte une responsabilité. Donc la France doit agir, elle doit agir aux côtés de l'Union européenne, elle doit agir pour cesser d'envoyer des armes, elle doit agir pour suspendre l'accord d'association, elle doit agir pour œuvrer pour un... Est-ce qu'il faut intervenir si on suit votre logique? Est-ce qu'il faut intervenir à Gaza? Condamner, ça doit être fait avec des mots qui permettent d'intervenir, sinon c'est irresponsable. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon là encore. La première intervention qui doit être faite, c'est une intervention diplomatique pour faire en sorte que l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Parlement européen que j'ai obtenu, que cet appel soit traduit par des faits. Vous voyez, quand on parlait de cessez-le-feu au mois de novembre ou de décembre, on nous prenait pour des fous. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde, mis à part l'extrême droite qui continue à soutenir aveuglément le gouvernement d'extrême droite, aujourd'hui, quasiment tout le monde s'est rallié à nos positions. Mais le fait est qu'aujourd'hui, dire c'est une chose, agir en est une autre, et que cette demande de cessez-le-feu doit se traduire par des sanctions à l'égard du gouvernement israélien. Le Premier ministre espagnol hier, Pedro Sánchez, a annoncé vouloir reconnaître l'État de Palestine avant l'été. Est-ce que la France doit faire pareil? Oui, la France doit faire pareil. Aujourd'hui, l'État de Palestine est reconnu par plus de 130 États dans le monde. 9 pays sur les 27 européens. Et seulement 9 pays sur les 27 européens. Et l'Espagne a raison de relancer le débat au sein de l'Union européenne. Je l'ai demandé à plusieurs reprises au Parlement européen également, et je regrette que finalement la France fasse preuve d'un deux poids deux mesures quand il s'agit de défendre la paix au niveau international, quand il s'agit de défendre la souveraineté des États et la souveraineté des frontières. Et donc oui, je demande formellement à ce que la France reconnaisse dans les plus bref délai l'État de Palestine. Il ne faut pas sous-estimer le poids diplomatique de la France, membre, je le rappelle, du Conseil permanent, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre aussi fondateur de l'Union européenne. Et je m'étonne que la France n'ait pas encore choisi cette voie. Manon Aubry, on va vous retrouver dans une minute. Notre consoeur Anna Kowalska, polonaise. Vous avez écouté avec attention tout à l'heure quand vous parliez de l'Ukraine. Elle a beaucoup de questions à vous poser. Juste après le fil info, 8h46, Mathilde Romagnan. L'Australie demande des explications à Israël après une frappe qui a fait 7 morts, dont une Australienne. 7 travailleurs humanitaires de l'ONG World Central Kitchen tués avant-hier dans la bande de Gaza. L'armée israélienne reconnaît une grave erreur. Le président israélien présente ses excuses. Les ossements retrouvés ce week-end ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile. Le petit garçon de 2 ans et demi avait disparu il y a 9 mois au Haut-Vernay. Les investigations se poursuivent donc dans ce hameau des Alpes de Haute-Provence. 4 personnes sont mortes et plus de 700 ont été blessées selon un dernier bilan dans un séisme à Taïwan. Le plus puissant a frappé l'île depuis 25 ans. Le risque de tsunami en revanche est écarté à Taïwan mais aussi au Japon et aux Philippines. Dernière ligne droite pour finaliser votre dossier sur Parcoursup. La plateforme dédiée aux lycéens pour leurs études supérieures ferme ce soir à minuit. Après, vous ne pourrez plus modifier votre dossier. France Info. Demain l'Europe. Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et demain, l'Europe continue avec la tête de liste La France insoumise aux élections européennes. Manon Aubry, Anna Kowalska, notre consoeur de la télévision publique polonaise, souhaite vous interroger sur le conflit en Ukraine et ses conséquences. Je voudrais commencer, Manon Aubry, par la menace russe. Vendredi dernier, le Premier ministre polonais Donald Tusk a clairement mis en garde les Européens contre l'apathie face à Vladimir Poutine. Donald Tusk a dit exactement « Je ne veux effrayer personne, mais la guerre n'est plus un concept de passé ». Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Vladimir Poutine peut attaquer l'Europe?
Vladimir Poutine est évidemment dangereux et menaçant. J'observe néanmoins qu'il devait marcher en 2 jours sur Kiev et qu'il n'a pas encore réussi. C'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut continuer à soutenir l'Ukraine dans sa résistance, mais aussi à essayer de trouver l'issue d'un tunnel qui est bien sombre et bien noir. Et c'est une des raisons pour laquelle moi je me bats pour défendre une issue diplomatique, parce qu'à ce jour je ne vois pas d'autre issue. L'autre issue consisterait à monter dans l'escalade militaire, comme l'a insinué le président de la République française Emmanuel Macron, qui a proposé, en tout cas qui n'a pas exclu d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Et ça, c'est la ligne rouge ? Oui, c'est une ligne rouge. Je pense que c'est à la fois inefficace et irresponsable. C'est inefficace parce qu'il a été désavoué par une grande partie de ses alliés européens, donc ça affaiblit la parole diplomatique de la France sur la scène européenne. Et c'est aussi irresponsable parce que si demain on envoie des troupes en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Ça devient l'affrontement de 2 puissances nucléaires entre la Russie d'un côté et la France de l'autre. Même pendant la guerre froide, on a réussi à éviter ça. Et donc oui, la France doit prendre le leadership du camp de la paix et trouver une issue diplomatique en continuant sa pression sur Vladimir Poutine, en continuant la pression sur ses alliés. Je pense à l'Iran, à la Chine, qui fournissent des armes, par exemple, à la Russie, en prenant une initiative diplomatique pour protéger, par exemple, les centrales nucléaires en Ukraine, puisque ce conflit se déroule sur une zone minée au sens propre, comme figuré 15 centrales nucléaires qui pourraient être protégées. Voilà des moyens d'ouvrir un canal diplomatique pour trouver une issue à ce conflit. Donc pour vous, Vladimir Poutine est un partenaire fiable. Il y avait des discussions ici même à Paris entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Quand vous faites la paix, vous faites toujours la paix avec votre ennemi. Donc Vladimir Poutine ne sera jamais un ami. Jamais. Mais il y a la question du moment aussi quand même, Manon Aubry. Vous voyez bien que les troupes russes, elles occupent aujourd'hui entre 18 et 20% du territoire ukrainien. Vous pensez qu'il va dire OK, on recule? Quand sera le bon moment? Dans un an, quand il y a déjà eu 200 000 morts à cause de ce conflit. Dans un an, peut-être que Vladimir Poutine occupera 30-40%. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ces territoires, mais vous savez, j'ai pas l'habitude de citer le pape sur ce plateau. Le pape a dit une des manières de commencer, c'est un échange de prisonniers. Il a dit, je cite ces termes exacts, il faut avoir le courage de négocier. Oui, il faut avoir le courage de négocier parce que dans un an, il y aura eu combien de morts en plus? Les jeunes russes et les jeunes ukrainiens ne veulent pas les combattre. Vous avez peut-être vu ce sondage, près de la moitié des jeunes ukrainiens ne veulent pas aller au front et je peux les comprendre. Qui a envie? Moi, j'ai 34 ans. Bon, je suis une femme, je sais pas si j'aurais été mobilisée si j'étais en Ukraine, mais qui a envie dans la force de l'âge à 20 ans, 25 ans d'aller combattre? On les comprend. Continuons peut-être sur cette menace. Dimanche 24 mars, pour la 3e fois depuis le début de la guerre, un missile russe a volé l'espace aérien polonais. L'armée polonaise a décidé de ne pas l'abattre. Il s'agit probablement d'un accident. Mais un jour, peut-être, un missile russe tombera en Pologne. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? D'abord, je salue le sang-froid du gouvernement polonais qui n'a pas répliqué pour ne pas aller dans l'escalade. Mais je tiens à le dire, si demain la Pologne est attaquée, la Pologne est non seulement membre de l'OTAN, elle est membre de l'Union européenne et nous avons un devoir d'assistance mutuelle. Et c'est précisément parce que je prends au sérieux ce devoir d'assistance mutuelle et l'engagement de la France que nous devrions porter assistance à la Pologne si demain la Pologne est attaquée. Donc concrètement, vous qui êtes contre l'envoi de troupes en Ukraine, vous les enverrez en Pologne, s'il faut? Non, ce que je dis, c'est que si demain la Pologne est attaquée, oui, nous devrions les aider à se défendre. Nous aidons par ailleurs les Ukrainiens à se défendre. Et je tiens à dire que... Ça veut dire pas de troupes en Pologne alors qu'ils sont effectivement membres de l'Union européenne, de l'OTAN surtout, c'est un engagement de l'article 5. Nos engagements ne sont pas les mêmes vis-à-vis d'un État comme la Pologne, qui est membre de l'Union européenne et qui est membre de l'OTAN. Sa question concerne la Pologne. Oui, et donc... on envoie des troupes pour défendre la Pologne. La question ne se pose pas à ce jour. Mais oui, nous devons dire, parce que c'est de la diplomatie, que oui, si demain un pays de l'Union européenne est attaqué, bien sûr qu'il faudra faire preuve de solidarité. Et c'est précisément pour éviter qu'on en arrive là, que je me bats pour une solution diplomatique. Parce que sinon, c'est quoi? On va laisser Poutine avancer encore plus, on va laisser mourir 200 000 personnes de plus, comme c'est le cas déjà depuis le début du conflit. Il faut trouver une issue diplomatique. Il n'y a pas d'autre possibilité. Cette crainte, elle est vraiment réelle en Pologne, c'est la raison pour laquelle je comprends qu'elle soit ressentie comme telle par le peuple polonais, et c'est pour ça que je veux dire ma solidarité au peuple polonais. Maintenant, il faut raison garder et garder son sang-froid dans un conflit. Aujourd'hui,
il n'y a pas de frontière entre la Pologne et la Russie de manière directe sur le conflit, même s'il y a une frontière avec la Russie au nord de la Pologne. Et la Pologne n'est pas à ce jour directement menacée par rapport à cette crainte, la défense européenne, qui est une question très importante aussi, de point de vue de la Pologne, mais aussi d'autres pays baltes, est-ce que vous êtes pour l'armée européenne et pour un commissaire européen de la défense, comme l'a promis Madame von der Leyen? La présidente de la Commission européenne. À ce stade, la question est pourquoi faire? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 27 États membres et vous avez autant de stratégies différentes en matière de politique étrangère. S'il y a une relative et encore relative unité sur le front ukrainien, c'est pas vrai. Par exemple, on parlait de Gaza à l'instant, où vous avez eu autant de positions différentes des États membres de l'Union européenne que vous aviez quasiment d'États. Un tiers est en faveur du cessez-le-feu, un tiers contre et un tiers s'abstenait à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, pour moi, la priorité à ce stade, c'est plutôt de relancer une coordination en matière de production militaire, parce que c'est ça l'enjeu. Je sais que la Pologne a réinvesti massivement. Je crois que vous dépensez jusqu'à 4% de votre PIB en dépenses militaires. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. C'est une coordination de la production industrielle. Et c'est ma proposition de commencer par cela et de ne pas faire des promesses qu'on ne tiendrait pas. Mais alors pourquoi la France insoumise s'est-elle opposée aux accords qui unissent l'Ukraine et la France depuis quelques jours? Parce que cet accord ne portait pas notamment là-dessus. Non, mais ça porte notamment sur. Alors, l'accord ne portait pas sur un soutien à l'Ukraine. Je vous l'ai dit, au Parlement européen, j'ai voté plus de 30 textes en soutien à l'Ukraine, y compris le dernier plan financier de 50 milliards d'euros d'aide. En réalité, on s'y opposait pour deux raisons. Un, parce qu'il portait sur la stratégie aussi du président de la République qui n'a pas exclu l'envoi d'armes, et parce qu'il portait aussi sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et je le dis, je suis en désaccord avec cela. Je sais que c'est un débat qui fait rage aussi en Pologne. Faire entrer aujourd'hui l'Ukraine dans l'Union européenne... La plupart de Polonais est d'accord pour que l'Ukraine rentre en Europe. Mais allez dire aux agriculteurs polonais que l'Ukraine doit entrer dans l'Union européenne. C'est un dumping social, environnemental absolument insupportable parce que en Ukraine, le salaire minimum, il est de moins de 200 €. Le kilo de poulet, il se produit à 3 €. Vous savez, Manon Aubry, c'est 7 €. Que l'entrée dans l'Union européenne, non seulement c'est progressif, et puis voilà, et puis ça change les règles, les standards augmentent, puisqu'ils sont alignés. Quel est le salaire minimum en Hongrie, vous savez ? C'est à peine plus de 350 €. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a eu le dernier élargissement de l'Union européenne? C'est que la moitié des usines qui ont fermé en France et qui ont été délocalisées, c'est au sein même de l'Union européenne. On s'est un peu éloigné de la question. Voilà cette concurrence déloyale qu'il faudrait que je qui combat. portait sur l'armement et sur l'aide. Mais c'est pas vrai, elle ne portait pas sur l'aide, elle portait notamment sur l'entrée dans l'Union européenne. Et je viens de vous expliquer pourquoi je suis en désaccord avec cela. Parce que les agriculteurs polonais, mais aussi les agriculteurs français et européens subissent la concurrence déloyale. On a déjà libéralisé, et ça a été multiplié par 2 l'importation de poulet, par 20 l'importation de sucre. Et vous savez à qui ça profite? Ça profite pas aux Ukrainiens, ça profite à un oligarque ukrainien qui possède 60% des terres L'Union européenne a durci certaines règles par rapport à ça. L'Union européenne a durci certaines règles par rapport à ça. Mais pas suffisamment, vous le savez. Et c'est pour ça que la colère, elle n'est pas éteinte ni en Pologne ni ailleurs. Et en Hongrie, en Ukraine, le terrain moyen de production est de 1000 hectares quand il est de 70 hectares. Si on a le temps, on reviendra aux questions agricoles, mais je voudrais continuer sur la défense, et notamment sur le parapluie nucléaire, notamment aujourd'hui. Toute l'Europe est couverte par le parapluie américain, nucléaire, mais la question se posera, la question de son utilité, peut-être si Donald Trump est réélu à la Maison-Blanche. La Pologne, les pays baltes, d'autres pays de l'Europe de l'Est, aujourd'hui, voudraient que la France mette sa dissuasion au profit de la défense européenne. Vous en pensez quoi de cette idée ? Je pense que la France a toujours eu une histoire en matière de défense qui est non alignée. Depuis le général de Gaulle, j'ai des désaccords avec la famille politique de droite, mais c'est aussi ça qui a fait la force et la singularité de la France, c'est de pouvoir en effet porter assistance à des États dans le cadre de l'assistance mutuelle qui existe déjà dans les traités européens, sans pour autant mettre l'ensemble des États européens sous la défense nucléaire, qui voudrait dire que demain on pourrait cautionner, je pense à Monsieur Orban en Hongrie, tout ce que Monsieur Orban en Hongrie va faire. Et demain, je peux pas dire que, en toute hypothèse, je serais d'accord avec la politique étrangère de Monsieur Orban. Mais il est vrai aujourd'hui que la France a un rôle singulier, et c'est pour ça que je continuerai à défendre. C'est le seul pays, je rappelle, à l'Union européenne qui possède aujourd'hui la situation nucléaire. C'est vrai, vous avez raison. Et c'est pour ça que la France a un devoir d'assistance mutuelle vis-à-vis des États européens, que je ne le remets pas
en cause, mais on ne pourra pas dire qu'en toute hypothèse, on sera d'accord avec ce que fera demain Viktor Orban, qui, je le rappelle, est un autocrate à la tête de la Hongrie. Et une dernière question, Anna, sur la conséquence de cette guerre en Ukraine, la question des réfugiés. Aujourd'hui, en Pologne, il y a à peu près 1 200 000 réfugiés ukrainiens. La France est le pays qui en héberge le moins en Europe, 78 000, soit 17 fois moins qu'en Pologne. Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'il faut intensifier les efforts en France? Oui, il faut faire plus. J'observe que d'ailleurs, pour la première fois au niveau européen, a été déclenché le mécanisme de protection temporaire des réfugiés. Là aussi, je pointe un 2 points de mesure. C'est bien qu'on ait pu le faire pour les Ukrainiens, mais on l'a jamais fait pour des crises auparavant, y compris des crises d'afflux migratoires liés à des conflits internationaux. Et bien entendu qu'il faut faire davantage pour aider le peuple polonais qui a déjà fait preuve d'une solidarité incroyable au vu à la fois du nombre de réfugiés, mais aussi de l'aide matérielle. Mes collègues polonais me racontaient, en fait, quasiment chaque Polonais a aidé d'une manière ou d'une autre un réfugié ukrainien. Oui, la France doit faire davantage et je crois qu'elle n'a pas tenu toutes ses promesses en la matière, à la fois dans sa solidarité vis-à-vis de la Pologne, mais aussi derrière vis-à-vis de l'Ukraine. Vous disiez ce qui a été mis en œuvre pour les Ukrainiens, il faudrait l'élargir. En tout cas, vous le regrettiez qu'auparavant on n'ait pas fait la même chose. Est-ce qu'il faut le faire puisqu'il y a un autre conflit qui inquiète en Europe? Est-ce qu'il faut le faire aussi pour les Gazaouis, les Palestiniens? La question se pose. Et là, je me fais l'écho de nombreuses ONG qui travaillent sur les questions de droit d'asile et d'immigration, qui n'ont de cesse de dénoncer par ailleurs les violations des droits humains aux frontières de l'Union européenne. Je vais me rendre à Calais ce vendredi et je pense à ce qu'il se passe dans la Manche, qui sont des refoulements illégaux, où finalement l'agence aux frontières de l'Union européenne, Frontex, se comporte comme des cow-boys. Et on voit que cette nécessaire solidarité a toujours été faite d'une manière un peu de 2 poids, 2 mesures. J'observe d'ailleurs qu'on a eu sans difficulté pu accueillir près de 100 000 réfugiés ukrainiens et qu'on n'est pas capable de le faire sur d'autres conflits internationaux, ce qui est la démonstration que parfois ça dépend de la religion et de la couleur de peau. Et ça m'interroge sur la politique de solidarité nécessaire et aussi de solidarité entre les États européens et d'accueil digne pour des personnes qui fuient la guerre et qui n'ont d'autre choix. Demain, l'Europe revient dans quelques instants avec vous, Manon Aubry, et Enric Bonnet, notre confrère espagnol, qui a eu lui aussi beaucoup de questions à vous poser. Ce sera juste après l'info. Il est presque 9h. Demain l'Europe continue dans quelques minutes sur France Info, mais d'abord un point sur l'actualité. Au moins 7 morts et plus de 700 blessés à Taïwan après un violent tremblement de terre qui a frappé l'île, le plus puissant séisme depuis 25 ans. Plusieurs immeubles se sont affaissés ou même effondrés. Des témoins font également état de glissements de terrain provoqués par les secousses. Les alertes tsunami ont été un temps décrétées cette nuit avant d'être levées. Le président américain Joe Biden s'est dit indigné et estime qu'Israël ne protège pas assez les humanitaires présents à Gaza. Déclaration après la mort de 7 d'entre eux. Le Premier ministre israélien a indiqué que son armée était à l'origine d'une frappe non intentionnelle. On écoute Benjamin Netanyahou à ce sujet. Malheureusement, il s'est produit un incident tragique. Nos forces ayant frappé de façon non intentionnelle des innocents dans la bande de Gaza. Cela arrive dans une guerre. Nous allons enquêter jusqu'au bout. Et à Jérusalem, des milliers d'Israéliens appellent à la démission de Benjamin Netanyahou, parmi lesquels nombre de proches d'otages encore retenus à Gaza. Ils accusent également le Premier ministre d'avoir trahi la confiance populaire. En Ukraine, maintenant, au moins 18 personnes, dont des enfants, ont été blessées dans une frappe russe sur la ville de Dnipro. Ça se trouve dans le centre du pays. Une entreprise, un jardin d'enfants et un établissement d'enseignement supérieur ont été détruits dans cette attaque. Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois exhorté les alliés de l'Ukraine de livrer davantage de systèmes de défense anti-aérienne. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, l'âge de mobilisation militaire en Ukraine a été abaissé de 27 à 25 ans. Retour en France, chute accidentelle ou meurtre. Les causes de la mort du petit Émile restent toujours inconnues. C'est ce qu'a annoncé le procureur d'Aix-en-Provence qui a précisé que des vêtements de l'enfant avaient été retrouvés. L'enquête se poursuit donc au Haut-Vernay pour comprendre ce qu'il s'est passé le 8 juillet dernier, jour de la disparition du petit Émile. En Bourgogne, la pluie ne cesse de tomber. Lyon est toujours en vigilance rouge pour risque de crue. Les départements de l'Aube, de la Côte d'Or et de la Haute-Marne sont, eux, concernés par une vigilance orange. À noter que l'alerte orange en Saône-et-Loire a été levée ce matin. Dans Lyon, vous allez le voir, plusieurs cours d'eau
ont débordé, une montée des eaux rapide et forte qui a engendré des évacuations. Et la décrue, malheureusement, elle s'annonce très lente. De nouvelles discussions en vue sur l'avenir de notre agriculture. Après des semaines de crise, un projet de loi arrive ce matin sur la table du Conseil des ministres. Maintes fois retravaillé, le texte va tenter de répondre aux revendications du monde agricole. La souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations sont au cœur de ce texte. Le seul en scène de Gabriel Attal, c'est cet après-midi. Il sera seul face aux députés lors des QAG. Une nouvelle formule des questions au gouvernement. C'est un exercice démocratique vieux de 50 ans qui aurait besoin d'être redynamisé selon Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Et cette expérimentation, elle débute aujourd'hui pour 5 semaines. Demain l'Europe, c'est tout de suite. Demain l'Europe. Demain l'Europe avec Manon Ombry, tête de liste, le LFI aux élections européennes. Et je donne tout de suite la parole à mon confrère Enric Bonnet, journaliste espagnol du journal El Periódico. Les sondages prédisent une forte montée de l'extrême droite au futur Parlement européen. Face à cette tendance, est-ce que le groupe de la gauche européenne ne devrait pas essayer d'améliorer ses relations avec les sociodémocrates suivant le modèle de l'exemple espagnol, où il y a un gouvernement de coalition entre les socialistes et la gauche alternative? La question, c'est pourquoi faire. Au Parlement européen, les sociaux-démocrates, ils font partie de la coalition qui gouverne avec les libéraux d'Emmanuel Macron et avec la droite qui s'appelle le groupe du PPE. Et ensemble, socialistes, macronistes et la droite gouvernent pour quoi faire? Pour adopter des accords de libre-échange, pour adopter l'austérité budgétaire. On parlera peut-être après des coupes budgétaires drastiques que prévoit le gouvernement français dans nos services publics. Ça vient de ces nouvelles règles budgétaires européennes-là. Ils votent ensemble la politique agricole commune, ils votent ensemble le pacte asile-immigration, qui est une forme de loi immigration version européenne au niveau de la gauche. Pourquoi vous n'alliez pas Mais c'est pour ça que je vous réponds, ça dépend pourquoi faire. Moi, je n'ai eu de cesse, comme présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, de discuter, dialoguer, puisque c'est un peu la beauté du Parlement européen, c'est un système proportionnel, un groupe tout seul n'a pas la majorité. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le choix des socialistes européens, et c'est ça qui m'oppose à Raphaël Glucksmann, le choix des socialistes européens, c'est de gouverner avec les macronistes et la droite. C'est ça qu'ils font. Et ils adoptent des accords de libre-échange ensemble. Et ils adoptent l'austérité budgétaire ensemble. Et c'est la différence, si je peux me permettre, avec la gauche espagnole. Parce que la gauche espagnole a fait le choix, plutôt que de se tourner vers sa droite, et donc vers le PP, qui est le parti de droite espagnol notamment, ou Ciudadanos, qui est l'équivalent des macronistes en Espagne, ils ont choisi de se tourner vers l'équivalent de la France insoumise, qui est Podemos et Sumar. Et ça a produit quoi? Ça a produit une hausse historique du salaire minimum. Ça a produit la baisse du temps de travail. Ça a produit un texte pour protéger les travailleurs des plateformes qui nous a inspirés au niveau européen et qui est une des grandes victoires que mon groupe a obtenues grâce à ma collègue Laïla Chaibi. Voilà, pour le coup, une source d'inspiration. Mais ici, en France, les socialistes, ils avaient fait les choix pendant le printemps 2022 d'être avec vous, mais 2 ans après, on voit que c'est pas très bien passé. Est-ce que pour réconcilier la NUPES, il ne faudrait pas accepter une bonne fois pour toutes qu'aucun parti n'impose sa ligne aux autres? La question, c'est de nouveau pourquoi faire? Moi, je défends ce petit truc-là, pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est le programme de la NUPES. Vous voyez, ce programme de la NUPES, c'est ça, en effet, qui nous a permis d'élire 151 députés à l'Assemblée nationale il y a 2 ans. Et donc, à moins d'avoir menti aux électeurs il y a 2 ans ou de l'avoir défendu juste pour sauver quelques places, c'est ça qu'on devrait continuer à défendre ensemble. Et je regrette que le Parti socialiste français ait tourné le dos au programme de la NUPES. Et je suis sûre qu'il y a des sympathisants, des électeurs du Parti socialiste qui leur sont encore fidèles. Il y a des millions d'orphelines et d'orphelins de la NUPES qui nous écoutent et je veux leur dire, venez nous aider. On n'est pas condamnés à subir l'extrême droite ou les macronistes et l'exemple espagnol nous le montre. Quand la gauche ne trahit pas, elle peut rester au pouvoir, contrairement à ce qui a été fait dans d'autres pays européens, contrairement à l'Italie, contrairement à la Suède, contrairement à la France. Mais les propositions sont importantes, mais c'est aussi important finalement les relations entre les partis. Et ligne politique, c'est important quand même. Ici en France, si la NUPES elle est proche de l'implosion, c'est aussi lié au fait que pendant la réforme des retraites, pendant la révolte de Naël, ou même après Gaza, dans certains moments, la France insoumise, elle a tenu des lignes assez clivantes, sans écouter ses partenaires. C'est qu'en Espagne, souvent, vos alliés, par exemple, c'est la marque des mesures de Yolanda Díaz, elle essaye toujours de garder de bonnes relations avec les socialistes.
De nouveau, la question c'est pourquoi faire politiquement. Et dans l'ensemble des épisodes que vous avez rappelés, on a continué à défendre conjointement ce programme. Et c'est ça qui aurait dû nous animer collectivement. Et si vous voulez savoir, moi je regrette qu'aujourd'hui on ne soit pas unis pour ces élections européennes. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. Moi j'ai offert toutes les conditions possibles. J'ai proposé de ne pas faire de la tête de liste un préalable. Vous en connaissez beaucoup des responsables politiques qui disent « Moi je suis prêt à ne pas être en haut de l'affiche pour permettre l'union ». Parce que quoi derrière ? Si on avait été ensemble, oui, on pourrait faire 28-30%. Manon, on pourrait gagner ces élections. Aubry, c'est pas sur le programme économique que la NUPES a explosé, c'est notamment sur la question de Gaza et sur les réactions de Jean-Luc Mélenchon. Mais là aussi, sur la question de Gaza, pardon, mais on appelait à un cessez-le-feu. Aujourd'hui, tout le monde s'est rallié sur nos positions. Alors oui, c'est vrai, Raphaël Glucksmann, dans un premier temps, n'a pas voté tous nos amendements en faveur notamment de l'embargo sur les armes, en soutien à la Cour internationale de justice, mais j'observe que tout le monde, à gauche maintenant, parle d'une même voix. Donc franchement, toutes celles et tous ceux qui veulent aujourd'hui diviser la gauche en prenant des excuses, la réalité c'est que, on le voit, et de nouveau Raphaël Glucksmann l'a dit à votre antenne, lui il prépare l'après-Mélenchon. Moi ce qui m'intéresse c'est l'après-Macron. C'est comment on prépare une gauche qui soit une alternative à Emmanuel Macron et à l'extrême droite. Alors sur le programme, reprenons l'exemple espagnol. L'Espagne c'est un pays qui est assez à l'avance sur les questions sociétales. Par exemple, l'année dernière, elle a approuvé l'autodétermination pour les personnes transsexuelles à partir de 16 ans. Sur les personnes trans, est-ce que vous pensez que la France devrait suivre l'exemple espagnol et l'Union européenne aussi ? Oui, complètement. La France et l'Union européenne, et ça fait partie des propositions qu'on a portées, y compris au Parlement européen, devraient suivre l'exemple espagnol qui a souvent montré l'orientation en la matière. Je pense aussi en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc oui, moi je suis en faveur de l'autodétermination pour les personnes trans pour choisir leur genre. Et je suis aussi pour qu'on suive l'exemple espagnol en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. L'Espagne a investi comme jamais dans la lutte contre les violences et a réduit drastiquement à la fois son nombre de féminicides, mais aussi de l'accompagnement des victimes. Et je regrette que ce soit tout l'inverse que la France ait choisi par exemple au niveau européen. Moi je me suis battue pour que dans la définition du viol dans un texte de lutte contre les violences, il y ait, on inclut la notion de consentement. Dit autrement, toute relation sexuelle sans consentement soit un viol. Et qui est-ce qui s'y est opposé ? La France d'Emmanuel Macron, aux côtés de Viktor Orban de Hongrie. Il a dit qu'il avait changé d'avis, Emmanuel Macron. Manifestement, mais c'est à cause de lui que ça n'est pas passé dans le texte. Donc moi je veux bien des Emmanuel Macron qui nous donne raison après sur la taxation des super-profits, sur la définition du viol, etc. Mais réalité, c'est que c'est aujourd'hui Emmanuel Macron qui bloque les avancées en Europe sur la directive européenne sur les travailleurs des plateformes que je vous ai dit que l'on a arraché. C'est une victoire dont je suis très fière qu'on a obtenue au Parlement européen, qui va changer la vie de millions de travailleurs ubérisés pour Uber et Deliveroo, qui va leur donner concrètement une protection sociale quand ils vont avoir un accident du travail, une cotisation pour la retraite, des choses simples qu'ils n'avaient pas. Ça, on l'a obtenu, et pour ceux qui se demandent à quoi servent des députés insoumis, grâce à ma collègue Laïla Chaibi au Parlement européen, eh bien, qui est-ce qui s'y est opposé au Parlement au niveau européen ? C'est Emmanuel Macron. Donc vous voyez, nous représentons finalement la France qui tient bon, et souvent on a l'appui de l'Espagne dans les propositions de progrès que l'on porte face à Emmanuel Macron qui est souvent plutôt du côté réactionnaire. Malgré le fait que la gauche alternative fasse partie du gouvernement espagnol, vos alliés espagnols, c'est-à-dire Podemos ou Sumar, sont assez affaiblis dans ces moments, et notamment à cause des divisions internes. Est-ce qu'il y a les risques que ça arrive la même chose à la France insoumise ? C'est toujours un risque, une implosion interne telle qu'elle soit. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis unitaire pour 2, pour 5, pour 10, pour 15, tant au sein de la France insoumise qu'au sein de la NUPES. Et la force de la France insoumise, je pense, ça reste de savoir quelle est notre boussole politique et du programme pour lequel on se bat. J'en fais pas un totem comme dans une secte, le programme, mais ça permet d'avoir une boussole politique. Quand on se bat contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et pour la retraite à 60 ans, quand on se bat pour bloquer les prix des produits de première nécessité, quand on se bat pour protéger nos services publics dont on voit qu'ils sont mis à rude épreuve, nos hôpitaux, nos écoles, c'est ça notre combat, c'est ça qui fait notre ADN de gauche. C'est pour ça, moi, que je me suis engagée en politique, que j'ai quitté quelque part le confort du milieu associatif, parce que sinon, l'alternative, c'est l'extrême droite. Et de nouveau, l'Espagne, pour moi, qui fait un peu figure d'exception en Europe, en Portugal, en Italie, en Finlande, en Suède, partout la gauche a été balayée. Et elle a souvent installé l'extrême droite au pouvoir. Pourquoi ? C'est quand elle a trahi.
de la même manière où François Hollande a trahi. Et moi, je souhaite qu'on ne reproduise pas ces erreurs et que on se batte pour l'ensemble de ces progrès en matière sociaux, mais aussi en matière écologique que je mentionnais. C'est ça ma gauche, c'est ça la gauche pour laquelle je me bats. Et je suis sûre que il y a des millions de gens qui se retrouvent là-dedans et à nous d'être suffisamment responsables pour savoir les regrouper. Et c'est ce que j'essaie de faire. D'abord pour ces élections européennes, puis pour la suite. La boussole politique, comme vous dites, c'est important, mais c'est aussi important les personnes qui la portent. Et l'une des raisons de la faiblesse de la gauche alternative espagnole a été la difficile succession au sein de Podemos. Pablo Iglesias, l'ancien leader charismatique, a quitté la politique en 2021 et depuis, sa coalition s'est affaiblie et s'est ascendée en deux. Comment éviter que ça arrive dans la France insoumise avec l'après-Mélenchon? Est-ce que, par exemple, une primaire de toute la gauche pourrait être une bonne idée pour préparer cette après-Mélenchon ou l'après-Macron? Bon, d'abord, je pense qu'on ne peut pas dire que la gauche se soit complètement écroulée à la gauche du Parti Socialiste. Je pense à ma collègue Yolanda Díaz, qui était présente à nos dernières universités d'été et qui a fait une très belle campagne et qui était la ministre du Travail, qui a augmenté de manière historique le salaire minimum. Après, c'est difficile de comparer le régime politique espagnol et le régime français, parce que malheureusement, en France, on est malade de la Ve République, qui nous oblige à avoir un candidat comme une forme de candidat providentiel à une élection pour appliquer derrière notre programme. Et je souhaite changer de régime politique. C'est pour ça qu'on défend la 6ème République. Là où, en Espagne, il y a un régime qui est bien plus parlementaire. De ce point de vue-là aussi, ça pourrait être un exemple, en tout cas, de ce que l'on pourrait faire pour la 6ème République. Maintenant, j'ai pas la solution comme ça idéale pour 2027. Moi, ce que je dis d'abord, c'est passons le premier cap du 9 juin. Si toutes celles et tous ceux qui veulent l'union de la gauche derrière le programme de la NUPES nous donnent de la force, alors on sera en capacité de regrouper et on ne devra pas s'arrêter aux élections européennes. Nous devrons faire des propositions au lendemain des élections européennes et vous pourrez compter sur moi pour être présente et pour dire en fait ce programme qui l'a emporté aux élections législatives, on l'a oublié, hein, mais au premier tour des élections législatives en France en 2022, la NUPES, le programme de la NUPES l'a emporté, est arrivé en tête. C'est ça que l'on doit reproduire et c'est ça pourquoi je me bats à la fois pour ces élections européennes et pour la suite. Manon Aubry, on vous retrouve dans Demain l'Europe. Dans quelques instants, on a encore beaucoup de questions à vous poser avec Salia Braclia, juste après le fil info 9h14, Mathilde Romagnan. La France a une responsabilité majeure dans le conflit en cours dans la bande de Gaza, affirme sur France Info ce matin Manon Aubry, tête de liste LFI pour les élections européennes. Elle assure aussi que la France envoie des armes à Israël. L'armée israélienne qui reconnaît une grave erreur après la mort de 7 travailleurs humanitaires dans une de ses frappes avant-hier dans l'enclave palestinienne. Présentation ce matin en Conseil des ministres du projet de loi agricole, un texte modifié après les manifestations d'agriculteurs il y a 2 mois et attendu depuis plus d'1 an par la profession. Il prévoit entre autres une simplification administrative et l'allègement des sanctions en cas d'atteinte à la nature. Au moins 7 morts et plus de 700 blessés à Taïwan. Dernier bilan des autorités locales après un séisme sous-marin cette nuit. C'est le plus puissant séisme à frapper l'île depuis 25 ans. L'Olympique lyonnais s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France de football après sa victoire 3-0 contre Valenciennes, un club de Ligue 2. Ce soir, pour la 2e demi-finale, le PSG reçoit Rennes. C'est à partir de 21h10. France Info. Demain l'Europe. Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Manon Aubry, depuis le début de la semaine, il est possible de se promener dans les rues de Berlin, un joint à la main, sans être inquiété. En effet, l'Allemagne vient de légaliser le cannabis pour un usage récréatif, après Malte et le Luxembourg. Est-ce que la France doit faire pareil ? Oui. C'est intéressant, c'est un autre bon exemple européen duquel on devrait s'inspirer. C'est intéressant d'abord de voir que la France est le pays de l'Union européenne qui a l'arsenal le plus répressif en matière d'utilisation du cannabis et pour autant la consommation la plus haute, c'est quasiment un Français sur 2 qui a déjà consommé du cannabis. Donc oui, je pense qu'il faut légaliser l'usage récréatif du cannabis pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permettra de mieux encadrer les trafics et notamment la teneur et la toxicité du cannabis. La deuxième, c'est que ça permettra de recanaliser, réutiliser, rediriger les moyens de la police et des forces de l'ordre qui vont parfois jusqu'à utiliser une grande partie de leurs moyens dans la lutte contre cette petite délinquance et la consommation plutôt que sur les réseaux. Et ce qui nous intéresse, c'est les réseaux. Et la troisième raison qui prouve l'utilité de la légalisation, c'est, je pense,
la possibilité qui sera ouverte de campagne de santé publique pour sensibiliser, comme on le fait sur l'alcool, comme on le fait sur le tabac. Mais vous entendez ce que dit aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit... L'exemple parfait, c'est les Pays-Bas où la mafia, elle n'a pas disparu. C'est pas parce qu'on va légaliser le cannabis en France que les dealers vont ouvrir une petite échoppe et se déclarer à l'URSSAF. C'est une condition nécessaire mais non suffisante. Vous avez complètement raison de ce point de vue-là. Nécessaire parce que ça permet de rediriger les moyens, mais si les moyens ne sont pas redirigés et si par ailleurs on ne recrute pas des officiers dans la police des douanes par exemple et on coupe dans les postes de douaniers comme l'a fait le gouvernement ces dernières années, c'est sûr que vous n'aurez pas les moyens de lutter contre les trafics. Il faut qu'on parle de la dette dans le but de respecter la règle européenne des 3% de déficit, de désendetter la France. D'ici la fin du quinquennat, le gouvernement envisage des économies. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Est-ce qu'il a raison, le gouvernement? Est-ce qu'il faut arrêter de laisser filer la dette? C'est, je vais vous dire, sans doute la plus grande saignée sociale que l'on ait jamais connue en France et en Europe. Ce que prévoit de faire le gouvernement, ça va avoir des impacts très concrets. 10 milliards d'économies cette année, 20 milliards l'an prochain. Ce sont des postes en moins que l'on va pas remplacer d'enseignants dans nos écoles. C'est l'augmentation du reste à charge pour les médicaments. C'est des soignants en moins pour nos hôpitaux. C'est des coupes aussi dans la rénovation thermique des logements et notamment 150 000 logements qui seront rénovés en moins. Avant de parler des conséquences qui sont importantes, elles seront bien très sûr, concrètes. mais il y a la question de savoir si on a aujourd'hui les moyens. Si comme moi, vous êtes en désaccord avec les conséquences, c'est-à-dire le sacrifice de nos services publics, de notre système de protection sociale, de la réforme de l'assurance chômage qui va encore plus diminuer les allocations, c'est une trappe à pauvreté, alors il y a une alternative. Ma question était, faut-il désendetter la France? Plutôt que de faire la poche des pauvres et des chômeurs, faisons plutôt la poche des profiteurs. Et pourquoi jamais le gouvernement ne se pose la question d'aller chercher dans la poche de ceux qui se sont enrichis? Le gouvernement a créé lui-même cette situation-là en ayant fait plus de 50 milliards de cadeaux aux plus riches et aux entreprises multinationales. C'est qui les profiteurs? Il y en a plein. Commencez par les grandes entreprises multinationales qui ont fait des super profits. Je pense à Total qui a fait un record de bénéfices de près de 20 milliards d'euros. Je pense aux milliardaires dans notre pays. Les 42 plus grands milliardaires ont accumulé depuis 2020 plus de 230 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'un chèque de, tenez-vous bien, 3 400 € par citoyen français. Donc tous ceux qui nous écoutent, si on enlève juste le surplus de richesse, on ne touche pas à leur niveau de richesse. Ça joue sur l'attractivité de la France. C'est un chèque de 3 400 € pour chacune des personnes qui nous écoutent. Ça joue sur l'attractivité de la France. Vous entendez ce que dit Bruno Le Maire. Vous savez, on taxe davantage alors qu'on taxe déjà beaucoup, les investisseurs vont arrêter de venir en France. Mais ça, c'est parce que vous refusez de lutter contre l'évasion fiscale. C'est parce que au sein même de l'Union européenne, ça fait partie du combat, moi, que je menais avant d'être élue au Parlement européen quand je travaillais pour Oxfam. Vous savez combien il y a de paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne? L'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte. Est-ce qu'ils sont listés comme des paradis fiscaux par l'Union européenne? Non. Par contre, vous avez les îles Fidji ou les îles Samoa qui sont mieux connues pour leur performance en rugby, pardonnez-moi, que pour leur rôle dans l'évasion fiscale. Mais sur le principe, il faut réduire cette dette. Oui ou non? Et si oui, comment? Alors, plusieurs choses. D'abord, si vous voulez faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, je vous l'ai dit, on peut rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, taxer les super profits et vous verrez que vous ferez rentrer plein d'argent dans les caisses de l'État. Je prends juste un exemple. Taxation sur les super profits, c'est au moins 15 milliards d'euros par an. Première chose. Deuxième chose que nous pouvons faire, nous pouvons annuler une partie de la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Le surplus de dette qui a été contracté au moment du Covid, vous pouvez ce qu'on appelle la faire rouler en dette perpétuelle et ce sera indolore à la fois pour la France et pour les marchés financiers. Et c'est ça aujourd'hui la seule alternative. Sinon quoi? Sinon on va sacrifier notre protection sociale, sinon on va sacrifier nos services publics. Et je vous le dis, ces nouvelles règles budgétaires des 3% de déficit, elles ont été suspendues depuis 2020. Elles n'ont pas été respectées depuis des années sans qu'il y ait le moindre problème. Et au Parlement européen, j'ai présidé un des seuls groupes qui s'est opposé à ces nouvelles règles budgétaires qui seront votées de manière définitive dans 15 jours. Donc je vous le dis, le scrutin du 9 juin sera aussi un référendum contre ce grand plan d'austérité. On est bien d'accord, vous redites en fait, puisque c'est la position de la France insoumise, qu'il ne faut pas rembourser la dette. Qu'il y a une partie de la dette qu'on peut ne pas rembourser, d'une part, et d'autre part, que plutôt que de se poser la question de couper dans les dépenses publiques et les services publics, qu'il faut se poser la question des recettes et d'aller chercher du côté de celles et ceux qui s'en sont mis
plein les poches, et je le redis, les entreprises multinationales, les milliardaires de notre pays, et je pense que si ça on le fait ira. tout seul, c'est pas risqué. Il faudrait pas le faire avec au moins au niveau européen. Mais bien sûr que c'est mieux au niveau européen. Bruno Le Maire le propose au niveau mondial, Non, un impôt minimum sur les milliardaires. Il se trouve que moi, je l'ai proposé de manière inlassable au Parlement européen depuis des années. Et qui est-ce qui s'est opposé? L'extrême droite de Jordan Bardella et les macronistes, dont on voit que dès qu'il s'agit de défendre les intérêts des super riches, parce que là on parle pas de vous et moi, même si vous avez un très bon salaire, on parle des milliardaires, des millionnaires de notre pays. Et quand je vois que dans le gouvernement est composé à majorité de millionnaires, je comprends mieux pourquoi ils s'opposent à cette taxation des profiteurs, parce que la réalité c'est qu'ils seront les premiers à payer. Et plutôt que de faire payer la majorité des Français... C'est démago de dire un truc pareil. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas millionnaire, par exemple. J'en sais rien s'il est millionnaire, mais il a toujours dit qu'il est d'accord pour payer plus d'impôts. Et vous voyez, moi aussi, je suis d'accord pour payer plus d'impôts. Et on a toujours dit que notre réforme de l'impôt que l'on portait, ça permettrait de faire payer moins d'impôts à 92% des Français qui nous écoutent. Je le dis aux gens qui nous écoutent, vous avez le choix. Soit vous allez payer plus pour vos médicaments, avoir moins de profs à l'école, avoir plus de jours de carence quand vous tombez malade et reposer sur l'assurance privée, soit on prend à ceux qui ont un peu plus que les autres, les milliardaires et les super profits. Je pense que ça va, tout le monde va s'en remettre, non? Manon Aubry, Renaud Dely vous a écouté avec beaucoup d'attention et donc logiquement il a des précisions à vous demander. Merci Salia. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Effectivement, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, et beaucoup d'attention. Écoutez votre chronique avec attention. C'est beaucoup moins intéressant que vos propos, bien sûr. Alors, je voulais revenir justement sur 2 ou 3 points de cette interview et un instant pour bien comprendre, en particulier sur la question de l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine, votre position. Vous disiez vous-même déjà au moins 200 000 morts. C'est évidemment une tragédie qui concerne au premier chef l'Europe. Vous dites être le camp de la paix. Nous devons chercher les chemins de la paix, avez-vous dit et répété tout au long de cet entretien. Et Jean-Luc Mélenchon, qui se multiplie en votre faveur, qui multiplie les meetings pour vous soutenir, a dit et répété qu'il n'y a d'autre issue, dit-il, pour justement aboutir à la paix, que ni vainqueur ni vaincu dans ce conflit. Ça signifie donc que vous ne souhaitez pas la défaite de Vladimir Poutine. Et ça veut dire quoi la défaite de Vladimir Poutine? Ça veut dire marcher jusqu'à Moscou? Ça veut dire 3 ans, 5 ans, 10 ans de conflit? Ça veut dire des centaines de milliers de morts? Ça veut dire des millions et des milliards d'euros dépensés? Moi, ce que je souhaite, c'est que au plus vite, les armes se taisent. Et je le souhaite que ça soit fait dans le respect du droit international et que on puisse le plus rapidement possible mettre les différents protagonistes autour de la table et trouver un chemin. Il est sinueux, je vous l'accorde, il est difficile, mais de nouveau, quelle autre issue? Alors vous voulez justement, faire la guerre, vous voulez tuer combien d'autres? Je vous en propose une, justement. Vous dites marcher jusqu'à Moscou, ce que vous aviez déjà dit tout à l'heure. Il y a une autre alternative, c'est le retrait des troupes russes d'Ukraine. Bien sûr, qu'on le pose comme un préalable. Avant le début de toute discussion avec Vladimir Poutine, il faut que toutes les armées russes se retirent ça doit être notre objectif. de l'Ukraine. Est-ce que c'est un préalable à l'ouverture de discussions? C'est pour ça que je vous ai donné des exemples tout à l'heure, si vous avez bien écouté mon interview. Le dialogue, il doit commencer sur des petites choses qui doivent nous permettre de rétablir un canal diplomatique. Je vous parlais de l'échange de prisonniers, je vous parlais de la protection des centrales nucléaires. Et donc là, à ce stade, je vous parle des troupes russes. Il n'y a pas encore le retrait des troupes russes. Mais ce dialogue... Est-ce que vous réclamez le retrait des troupes russes de l'intégralité du territoire ukrainien? Je souhaite le retrait des troupes russes, mais pour avoir le retrait des troupes russes, il faudra soit les battre militairement, et donc vous pensez qu'on a les capacités de les battre militairement, sachant qu'ils ont une armée de réserve de 145 millions de personnes et qu'on va faire des centaines de milliers de morts de plus que les Ukrainiens, et je peux les comprendre, n'ont plus envie de se battre. Et vous pensez plus facile de convaincre Vladimir Poutine il faut utiliser tous nos outils diplomatiques. Est-ce que la France et l'Union européenne ont pris la moindre initiative en 2 ans dans ce sens? Jamais ils ne l'ont fait. Le retrait des troupes russes de l'intégralité du territoire ukrainien, ça signifie la Crimée comprise, bien sûr. Sur la Crimée et le Donbass, le mieux, c'est de s'en tenir à la démocratie. Et une des options possibles, c'est qu'il y ait un référendum dans ces 2 territoires qui sont aujourd'hui occupés. Moi, je ne pense pas que les habitants de ces 2 territoires vont choisir d'être russes. Mais si vous le faites dans le contrôle... La Crimée n'est pas russe à vos yeux? La Crimée n'est pas russe à mes yeux, moi, mais qui je suis, moi, Manon Aubry, française, pour le déterminer. Le contraire depuis 3 ans. C'est pas à moi de le déterminer. C'est ni à Jean-Luc Mélenchon, pardon, mais c'est aux habitants de là-bas. Et c'est pour ça que moi je fais confiance en la démocratie. Qu'est-ce qui vous pose problème dans le fait de tenir un référendum, lequel référendum sous contrôle du droit international qui permet de trouver une issue diplomatique? C'est quand même mieux qu'un conflit généralisé qui va durer des années. C'est pas à moi que ça pose un problème, c'est plutôt à Jean-Luc Mélenchon qui répète depuis plus de 2 ans et demi que la Crimée, il répète que la Crimée est russe. Jean-Luc Mélenchon dit que c'est aux habitants de Crimée de décider. S'ils décident d'être russes, ils seront russes. S'ils décident d'être ukrainiens, ils seront ukrainiens.
Dernier point sur la guerre en Ukraine, vous avez dit aussi tout à l'heure lors de cet entretien, il faut continuer à soutenir l'Ukraine dans sa résistance. Vous l'avez dit, vous avez affiché votre soutien à l'Ukraine dans sa résistance. Il faut donc continuer de livrer et même d'accélérer les livraisons d'armes à l'Ukraine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les promesses tenues par l'Union européenne déjà n'ont pas été réalisées en pratique puisqu'il y a moins d'un tiers des promesses qui ont été envoyées. Et sur la livraison d'armes, nous on y pose 3 conditions. La première, c'est qu'il y a un débat démocratique en France sur le sujet. La deuxième, c'est que ça n'affaiblisse pas nos capacités de défense françaises. Et la troisième, c'est que ça ne touche pas en profondeur le territoire russe. Donc, vous êtes bien d'accord que les Ukrainiens résistent avec des armes? Bien sûr qu'il faut les soutenir dans leur résistance. Donc, comment les soutenir dans leur résistance? Je viens de vous donner des exemples. Je viens de vous donner les conditions et je peux vous donner des exemples très précis. Je peux vous parler de matériel pour les lignes de défense. Je peux vous parler de défense anti-aérienne. Je peux vous parler de véhicules de transport militaire. Voilà des choses très concrètes, puisque vous voulez aller dans le concret, que la France peut et doit faire et qu'elle ne fait pas suffisamment. Une toute dernière question pour en revenir pour une dernière question à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il vous intéresse beaucoup, Monsieur Dely, Jean-Luc. Moi, visiblement. Jean-Luc Mélenchon. Je suis assez surprise. C'est votre premier supporter, c'est votre premier soutien. Mais bien sûr, et je suis très fière qu'il me soutienne. Bien entendu. Et justement, lors d'un des récents meetings qu'il a fait en votre faveur, il a expliqué, je le cite, les élections européennes, c'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que vous aussi, vous considérez que cette élection est le premier tour de la présidentielle de 2027? Et est-ce que ça signifie que selon les résultats, il faudra évidemment tenir compte des résultats dans les rapports de force à gauche? Tout le monde le dit, vous pouvez pas ignorer que c'est la première et la dernière élection nationale entre 2022 et 2027. Personne ne peut l'ignorer. Et tout le monde, Raphaël Glucksmann ici à cette antenne dit, en fonction du résultat, il faut créer une union sans Jean-Luc Mélenchon. L'extrême droite dit, dans ce cas-là, on va gouverner. Et vous savez, c'est précisément parce que je ne veux pas que l'extrême droite gouverne que c'est aussi un appel à la mobilisation pour toutes celles et tous ceux qui sont en désaccord profond avec la politique d'Emmanuel Macron, avec sa réforme des retraites qui nous a volé 2 ans de vie, qui suffoquent face à l'inflation et qui veulent bloquer les prix des produits de première nécessité. Pour ne prendre que cet exemple, je leur dis, mobilisez-vous, venez nous aider. Donc ce scrutin peut rebattre les cartes à gauche si jamais, effectivement, c'est Raphaël Glucksmann qui est en tête de la gauche. Vous savez, Yannick Jadot a fait 13% des voix en 2019 et puis il a fait moins de 5% aux élections présidentielles. Donc il va se passer beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce que je souhaite, et je vous le dis, c'est de ne pas laisser les clés du pouvoir à l'extrême droite, à Marine Le Pen qui demain est en embuscade. Et de cela, face à ça, dépend notre responsabilité, à nous à gauche, de créer une alternative. Et on va pas se cacher, ça commence maintenant. Et c'est pour ça que moi je me remonte les manches et j'ai entendu votre édito, Monsieur Dely, où vous dites la campagne patine, etc. Monsieur Dely, je vous donne rendez-vous pour notre prochain grand meeting le 14 avril prochain à Montpellier et vous verrez que les militants sont en dynamique et que tous les millions d'orphelins de l'Union de la gauche en France, en réalité, ont envie de se mobiliser derrière nous. Je pense que ce sera plus facile que de faire une chronique depuis les bureaux parisiens. Vous êtes le bienvenu, en tout cas. Je vous y attends de pied ferme. Ce sera avec plaisir. Le 14 avril à Montpellier. Manon Aubry, tête de liste LFI pour ce scrutin du 9 juillet.